Merci. Bien. Bon, écoutez, on a quoi 10 minutes de discussion. Moi, je voudrais apporter deux commentaires, si tu permets. D'abord, je pense que dans les peines encourues qui sont, comme tu dis, relativement faibles par rapport à l'infraction qui a été commise, je pense en tout cas que ce n'est pas le problème du médecin. Le problème du médecin, c'est de protéger l'enfant. Les peines encourues, il faut encore qu'il y ait... moi, je ne sais pas, hein, si je me mets à la place aussi du magistrat, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'aveu. Alors, on peut essayer de déterminer le mieux possible, avec les datations, et on en a parlé depuis ce matin, on est de plus en plus précis avec les auditions, avec l'imagerie, etc. Mais je donne un exemple. Un enfant, un bébé fait un malaise chez une assistante maternelle, et vous avez deux discours. Le discours de la mère qui dit « Mais moi, quand j'ai amené l'assistante maternelle à 8h du matin, il allait parfaitement bien, c'était comme d'habitude. » Et l'assistante maternelle qui dit « Non, c'est pas vrai, moi, quand je l'ai reçu, d'emblée, j'ai vu qu'il était pas normal. » Et on va nous demander « Bon, bah, est-ce que ça s'est passé chez l'assistante maternelle où il fait son malaise à 10h du matin, ou est-ce que ça s'est passé avant d'arriver chez l'assistante maternelle ?» Et médicalement, pour l'instant, en point de vue imagerie, on est un peu limité là pour savoir si ça remonte à quelques minutes ou si ça remonte à quelques heures, voire même quelques jours. Donc c'est pas toujours évident. Et quand il n'y a pas d'aveu, on peut comprendre que ça soit très difficile. Et la majorité des observations de secoué, il n'y a pas d'aveu. Il n'y a pas d'aveu, il faut bien comprendre ça. Donc on va vers des expertises, des contre-expertises, etc., parce qu'il n'y a pas d'aveu, et c'est là où on est un peu en difficulté. L'autre chose, c'est que ces expertises, comme on l'a déjà souligné, doivent être faites par des experts qui connaissent bien le bébé secoué, et il n'y en a pas tant que ça sur le marché, entre guillemets. Et là aussi, ça peut être fait aussi par des collèges d'experts. Et en tout cas, moi, personnellement, je ne peux plus imaginer, ça fait déjà longtemps, de faire des expertises sans l'aide d'un radiopédiatre. Le radiopédiatre est absolument essentiel. Il y a un radiopédiatre expert qui connaît bien la radiopédiatrie. Donc, c'est absolument essentiel d'avoir cela. L'autre chose, et je termine, c'est vrai qu'il ne faut pas me laisser la parole parce que je suis bavard, mais ça c'est l'universitaire pédiatre qui me dit, qui a passé son temps et sa carrière à enseigner aux enseignants, surtout faites attention aux examens systématiques de l'enfant, notez systématiquement le poids, la taille, le périmètre crânien sur le carnet de santé de l'enfant, quand tout va bien, ok, on s'en fiche, mais vous ne pouvez pas savoir que quand vous le voyez là, à 6 mois, qu'il va arriver quelque chose. Et on se trouve devant ensuite un enfant qui a une augmentation brutale du périmètre crânien. Simplement, on n'a pas de valeur depuis 3 mois, depuis 4 mois. Il y a plusieurs personnes qui ont pu intervenir et on ne sait pas quand est-ce que ça a commencé à dévier, tout bêtement parce que le périmètre crânien n'a pas été inscrit. Donc à chaque fois, il faut se bagarrer. N'oubliez pas les bases mêmes de l'examen pédiatrique. Voilà, c'est tout, je me tais. Moi, avant les questions, moi je voudrais dire juste certaines choses. Je suis un peu consternée par le nombre de dossiers ouverts qui vraiment est de 15 par an, alors malgré toutes les formations qui ont été faites. Donc c'est vrai qu'il faut que le diagnostic soit fait, que le signalement soit fait, que le dossier ne soit pas classé, que l'expert judiciaire reconnaisse l'infraction, qu'il y ait un administrateur ad hoc si c'est un des parents et que l'administrateur ad hoc c'est si ça suivi. Ça explique sans doute qu'il y ait si peu de cas, mais c'est quand même ça reste très faible. D'autre part, je voulais dire qu'il y a deux missions. Certes, le magistrat peut choisir la mission qu'il veut, mais il y a deux missions qu'il faut vraiment connaître dans le cas du syndrome du bébé secoué. Une mission d'imputabilité des lésions au diagnostic, qui a été publiée dans la Gazette des Palais. Et puis pour les séquelles, il y a la mission dite mission vieux, qui justement, parce que on dit tout à l'heure, on a dit que l'enfant avait évolué bien parce qu'il n'avait plus d'atteinte motrice. Or, on n'a pas eu le temps de dire aujourd'hui, mais souvent, il y a le handicap invisible, c'est-à-dire des enfants qui ont une apparence normale et qui dysfonctionnent en termes de fonctionnement et de fonctionnement intellectuel et surtout de comportement. Et ça donne une apparence d'un enfant qui est très tonique, voire trop tonique, et on peut vraiment passer à côté. Donc cette mission vieux, qui est une mission ciblée sur les séquelles, il faut vraiment la connaître parce qu'elle oblige, elle pose des questions, elle oblige à écouter les proches, elle oblige à décrire une journée, une semaine, enfin elle oblige à décrire et comme ça peut permettre de ne pas passer à côté des séquelles après traumatisme crânien. Et juste pour le temps de tierce personne, même quand un enfant est tout petit,
Moi, je pense que si les soins qu'on lui apporte n'ont rien à voir avec un enfant, les soins qu'on doit donner à un enfant ordinaire, eh bien, je pense qu'il ne faut pas soustraire du temps normalement dévolu. C'est justement ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que le surcroît d'activité, justement, le surcroît d'aide, de surveillance de cet enfant par ses parents doit justement être relevé par le médecin. Donc, effectivement, un enfant jusqu'à 2 ans, 6 ans n'est jamais laissé seul, on est d'accord, mais parfois, les enfants ont besoin de davantage de surveillance et de soins médicaux. Et dans ce cas-là, c'est le rôle du médecin est justement de le signaler pour que le régleur puisse le savoir. Madame Vernassière. Sur ce point, parce que j'ai eu l'occasion d'écrire sur ce thème de la tierce personne de l'enfant. Alors, je voudrais nuancer vos propos, parce qu'effectivement, ça figure dans la mission AREDOC, donc qui est la mission qui est recommandée par les assureurs et qui est souvent demandée par le fonds de garantie. On demande de décompter en fait le temps de présence du parent pour un enfant normal et de ne tenir compte que du surplus d'activité de l'enfant. Par exemple, si le bain dure 1h30 au lieu d'1 heure, on va indemniser une demi-heure et pas 1h30. Sauf que la nuance que nous, on apporte en tant qu'avocat de victime, c'est que dans certains cas graves, c'est ce que voulait dire Mme Laurent Vanier, dans certains cas graves, l'enfant est tellement atteint qu'il ne pourra jamais aller vers l'autonomie. Et finalement, les parents perdent leur fonction parentale et sont des accompagnements dans les soins, dans la maladie traumatique de l'enfant qui restera toute sa vie dépendant et qui ne pourra pas aller vers un projet de construire sa vie comme tout enfant normal. Et dans ces cas-là, on considère qu'on ne doit pas tenir compte du temps de présence pour un enfant normal, parce que ça conduirait du coup à ne pas indemniser sur certaines périodes de vie de l'enfant des heures de tierces personnes, alors que les parents finalement ils ne jouent plus leur rôle de parents, c'est éclipsé par l'accompagnement traumatique. Et vous avez une jurisprudence à cet égard, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a une de la Cour administrative d'appel de Marseille du 21 mai 2015 qui explique justement que quand on est dans des cas graves, on ne doit pas exclure justement ce cas-là où l'assistance prodiguée perd sa nature strictement familiale. Et dans ce cas-là, il faut indemniser sans décompter des heures de présence de parents pour un enfant normal. Voilà. Mais maître, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, non mais la mission de la REDOC, si vous la relisez bien, elle rejoint énormément la mission Vieux. Donc, alors peut-être elle est moins détaillée, mais l'idée est la même pour l'évaluation des besoins en aide humaine. C'est-à-dire que mais vous ne pouvez pas, pour un enfant qui a 18 mois, considérer que l'aide humaine est de 24 heures sur 24. De toute façon, l'enfant aurait été sous la surveillance de ses parents. En revanche, quand les parents se lèvent plusieurs fois dans la nuit parce qu'il y a des soins à prodiguer à l'enfant, bien évidemment, le médecin doit relever ces éléments-là et dire ce que représente ce surcroît d'activité pour justement faire face aux besoins de l'enfant. Après, les besoins sont évolutifs. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si au départ, les besoins de ce surcroît d'assistance peut paraître faible, entre guillemets, à 1 an ou à 2 ans, ce besoin augmente, et justement, d'où l'intérêt que le médecin décrive les conditions de vie de la victime pour que justement l'indemnisation soit en adéquation avec sa situation concrète. Mais c'est justement là-dessus que nous sommes. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Non, parce que en fait, je veux pas interpréter vos propos, mais j'ai bien compris ce que vous disiez, et nous, on considère qu'on ne doit pas soustraire le temps de présence d'un parent pour un enfant normal pour calculer l'indemnisation. Donc on n'est pas d'accord sur les premières années de vie. On considère qu'il peut y avoir du 24 heures sur 24 quand on n'est pas dans un projet parental, mais dans un accompagnement traumatique. Peu importe si l'enfant a 1 an et demi, 2 ans, on n'est pas dans le même projet de vie et on ne peut pas imputer les heures de tierces personnes. Donc là-dessus vraiment, je pense. Mais l'appréciation est médicale. Donc c'est vrai que le fonds de garantie a son opinion, la REDOC aussi. Pas vraiment, parce que après c'est le juge qui tranche. Une question et puis on termine. Une question. On peut encore deux questions. Bonjour, Élodie Abraham, je suis avocat. J'ai une question plus générale sur le positionnement du fonds de garantie par rapport à ces victimes. Donc on nous dit que les enfants sont, en tout cas pour moi, des victimes particulières parce qu'elles ne peuvent pas expliquer ce qui s'est passé et qu'elles doivent être donc encore plus protégées, je dirais, que les autres victimes, en tout cas par les institutions. Et je voulais savoir s'il y avait une politique un peu de prise en charge particulière au fonds de garantie, et notamment pour tous ces dossiers, je vais appeler de vieux bébés secoués, qui sont donc des enfants qui arrivent dans le cadre un peu de la procédure judiciaire alors qu'ils ont au moins 10 ans ou plus de 10 ans, et pour lesquels on nous oppose systématiquement le fait que le défaut de diagnostic posé de manière définitive et certaine, c'est-à-dire un expert qui vous dit que le diagnostic de bébé secoué est certain,
Le fonds de garantie nous oppose systématiquement le fait que le diagnostic n'est pas posé, que ça n'est donc pas une infraction pénale, et on n'a parfois pas accès à l'expertise à la CIVI. Alors vous avez pris le cas de Quentin, je suis particulièrement intéressée puisque c'est un dossier que je traite depuis 2010. Quand les parents m'ont saisi, on leur avait toujours dit que c'était un bébé secoué, enfin toujours dit depuis plusieurs années. Lorsque j'ai saisi la CIVI avec les éléments médicaux que j'avais dans le dossier et dont le médecin traitant à l'époque avait déjà dit qu'il s'agissait sans doute de secouement, on était en 2001. Sans doute. Oui, mais il l'avait déjà dit. Et donc, lorsque j'ai saisi avec des éléments médicaux la CIVI, on ne m'a même pas donné l'accès à l'expertise médicale. On a dit à cet enfant, qui avait 4 mois, vous n'avez même pas le droit à une expertise médicale avec les éléments qui montrent que manifestement, il ne pouvait pas s'être fait cela tout seul. Donc, il y avait forcément un tiers qui était venu lui faire ce dont il a souffert. Et on ne m'a pas donné d'expertise médicale. La CIVI m'a dit pas d'infraction pénale. Et le parquet, et c'est important, j'avais les réquisitions, j'étais là pour les entendre, les réquisitions du parquet étaient il n'y a pas d'infraction pénale. Donc tout ça pour vous dire que la politique générale qu'il y a aussi au fonds garantie est importante pour nous, parce que lorsque vous avez des dossiers dans lesquels il y a des doutes, parce que ce sont des vieux dossiers, eh bien il faut aussi leur laisser l'accès à l'expertise médicale et aux experts qui pourront vous dire si effectivement il y a un bébé secoué, il a été secoué ou pas, pour ensuite être indemnisé. Parce que sinon, ça veut dire que l'on crée une condition supplémentaire à ces enfants. Vous vous faites casser la figure dans la rue, vous pouvez le raconter, il y a des témoins. Vous avez droit à l'expertise médicale, vous êtes un enfant, vous ne pouvez pas le raconter, vous n'avez pas le droit à cette expertise médicale. Bien. Dernière question. Je voudrais quand même qu'on me réponde sur la politique générale du fonds de garantie. Est-ce qu'il y en a une pour les bébés secoués? Je n'ai pas répondu à la question. Donc, Pascal Leroux, pédiatre, et je suis expert également, et c'est vrai que je voulais appuyer un peu dans ce sens. On est régulièrement, en tant qu'expert judiciaire au civil, réobligé de réexpliquer sur demande d'avocats diverses, des parties opposées bien sûr, la justification du diagnostic de bébé secoué, alors qu'il y a eu condamnation pénale parfois, d'une part. Et d'autre part, merci pour la qualité de l'ensemble des orateurs aujourd'hui. Et j'étais très heureux d'entendre que vous tolérez effectivement que l'on amène à l'âge de la majorité la consolidation, parce qu'on est souvent soumis en tant qu'expert à des pressions de réexpertise, d'être relancé régulièrement pour consolider, alors qu'on sait très bien qu'il faut laisser du temps, comme Michel l'a rappelé tout à l'heure. Alors la réponse, 1 minute. Alors pour répondre à Maître Abraham, le fonds de garantie représente la solidarité nationale. Donc objectivement, il fait part de ses observations à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, qui est une juridiction. Donc le magistrat tranche, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une contestation, le fonds de garantie est dans son rôle de la soulever, et le magistrat est là justement pour pouvoir trancher et caractériser l'existence d'une infraction. Donc effectivement, notre politique, une fois que l'indemnisation est admise, effectivement, est de coller à la réalité de la situation de l'enfant, et après voilà, là, le fonds de garantie peut agir sur l'indemnisation, mais tant que le droit d'indemnisation n'a pas été admis, voilà, le fonds de garantie ne peut faire que part de ses observations. Bien, allez, on arrête. Tu conclus ? Il est temps de conclure. Donc, je crois qu'on a tout de même pas mal insisté sur les problèmes de signalement et d'indemnisation. Ça, c'est extrêmement important. Je crois qu'on a une heure pour déjeuner et reprendre cet après-midi avec plusieurs exemples pour rentrer peut-être pratico-pratique avec des observations pour bien montrer ce de quoi l'on parle.